Bonsoir à tous. J'espère que vous avez encore un petit peu de ressources. Je sais bien que là, c'est la fin de la journée. C'est pas évident pour passer, surtout après des interventions aussi brillantes que mes collègues tout à l'heure. Donc, je vais vous parler de l'autisme, bien sûr. Mais avant de commencer, j'aimerais vous donner une information vraiment importante. C'est que je ne suis pas autiste. Alors, il y a des gens parmi vous qui vont peut-être se dire, mais pourquoi est-ce qu'elle le dit? Quand même, ça se voit, c'est pas très utile. Et ben en fait, si. Je trouve utile de le dire parce que l'autisme, au premier coup d'œil, ça se voit pas toujours. Parfois même, c'est même assez fréquent que ça ne se voit pas. Il peut y avoir des personnes qu'on va trouver un petit peu bizarres, un petit peu étranges, mais la plupart du temps, les difficultés des personnes autistes sont très subtiles et beaucoup d'entre elles cachent finalement leurs difficultés. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais vous faire découvrir, ce sont les deux facettes de l'autisme, que sont le handicap invisible d'un côté et les compétences inexploitées de l'autre. Alors, on a du mal à comprendre parfois ou à se rendre compte qu'on a une personne autiste en face de nous, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui ont été véhiculées autour de l'autisme depuis plusieurs années par les médias, par le cinéma. Et notamment pour certains, si en face de soi, on a une personne qui parle, qui travaille, qui est en couple, les gens vont se dire bah non, c'est pas possible, cette personne n'est pas autiste. Alors il y a peut-être des gens parmi vous qui ont vu ou au moins entendu parler du film Rain Man, qui est assez vieux pour certains. Mais pour autant, c'est un film qui, pour moi, a largement contribué à ce genre d'image sur l'autisme. Voilà, la personne dans sa bulle qui ne rentre jamais en interaction. Donc, parler et être autiste, c'est finalement assez contradictoire pour certains. Pour d'autres, selon les médias que vous avez pu voir, l'autisme, c'est finalement des personnes qui ont des compétences exceptionnelles, complètement hors normes. C'est le cas de Daniel Tammet, par exemple, qui est un auteur de plusieurs ouvrages, qui parle 10 langues. Et parmi ces 10 langues, en fait, il a appris l'islandais tout seul en une semaine. Et puis, ce qu'il est aussi capable de faire, c'est pendant 5 heures, il peut vous réciter les 22 514 premières décimales de la lettre pi, enfin du nombre pi, pardon, sans se tromper, bien sûr. Un autre personnage assez connu, c'est Stephen Wiltshire, qu'on appelle aussi parfois l'homme caméra. Parce qu'en fait, c'est un monsieur, quand il survole une ville en hélicoptère, ensuite, il se met à dessiner 2 têtes, évidemment sans photo, la ville qu'il a survolée pendant 30-45 minutes, et avec des détails d'une précision assez extrême, hein, c'est au nombre d'arbres près, au nombre de fenêtres près. Alors évidemment, l'autisme, c'est des personnes effectivement qui ne parlent pas, qui ont besoin d'aide de la part d'éducateurs pour leurs gestes de la vie quotidienne. C'est aussi à l'autre extrémité des personnes aussi exceptionnelles que Stephen Wiltshire ou Daniel Tammet. Mais moi, je voudrais vous parler de toutes les autres personnes autistes qui finalement se fondent dans la masse et dont les difficultés autant que les compétences ne se voient pas au premier coup d'œil. Alors, je voudrais en parler pour 2 raisons. La première, c'est que mon expérience m'a amené à voir assez vite que ce sont des personnes que la société a rendues très vulnérables parce qu'elle les a malmenées. Et pas plus tard que mercredi, j'ai fait la connaissance d'un jeune homme qui rentre dans le service et qui, finalement, en a tellement bavé avec les autres qu'il refuse de sortir de chez lui. Il reste tout le temps à la maison, par quelques exceptions. Il ne veut plus travailler, c'est plus possible. Et ce qu'il m'en a dit, c'est vous savez, je me sens vraiment fragile et je trouve que l'environnement est trop rude. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, on ne le sait pas toujours, mais l'autisme, c'est très fréquent. Ça touche 1% de la population à peu près, selon les études. Ce qui fait que dans cette salle, il y a peut-être une personne autiste, statistiquement parlant, ou que finalement, ça nous touche de près, voire de très près pour certains, ou d'un peu plus loin. Mais en tout cas, ça concerne vraiment tout le monde. Alors, je n'aurais pas la prétention, moi, de dire que je sais ce que c'est que de vivre l'autisme. Hein, je vous l'ai dit, je ne le suis pas. Par contre, j'ai travaillé pendant près de 10 ans, enfin pendant plus de 10 ans même, auprès de ces personnes, et je pense quand même pouvoir me faire le témoin de leurs compétences et aussi de leurs difficultés. Alors, l'autisme dans les grandes lignes, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les troubles de la communication sociale. Je vais vous redonner des exemples. Des intérêts restreints et stéréotypés et des particularités sensorielles.
Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces 3 grandes catégories de symptômes, mais je vais vous donner quelques exemples qui illustrent finalement à quel point ces personnes sont mal comprises. Le premier point concerne la communication sociale, où notamment, souvent ce qu'on se dit, c'est que, encore une fois, les autistes, ils n'aiment pas communiquer, ils préfèrent rester dans leur bulle, ils ne veulent pas se faire des amis, etc. Alors oui, il y a beaucoup de personnes autistes qui apprécient de rester seules de longs moments. Pour autant, parmi toutes les personnes que je rencontre à mon travail, à chaque fois, quand elles arrivent chez nous, elles nous demandent, la première demande qu'elles ont, c'est soit, c'est la première demande, ou alors c'est la seule même, c'est qu'on leur apprenne à se faire des amis. Donc on voit bien à quel point elles ont un intérêt pour les autres, sauf que beaucoup de difficultés les amènent à être très très maladroites socialement. Le premier exemple, c'est ce qu'on appelle la pensée littérale. Les personnes autistes ont quand même tendance à prendre les choses au pied de la lettre. Et alors, quand à ça, on ajoute ce qui est aussi fréquent dans l'autisme, une pensée en images, ça peut donner des choses assez surprenantes de ce type-là. Évidemment, c'est un exemple un peu humoristique. Papa, où es-tu ? Je suis dans un bar ou dans un café si tu préfères. Ou alors, papa me dit que ses collègues le rasent ou lui cassent les pieds. Donc, on peut imaginer des gens qui pensent, ou des personnes autistes qui pensent que ça, c'est très littéral. Cette pensée littérale, elle peut amener à des situations vraiment très, très cocasses. C'est le cas de Paul, qui travaille dans un supermarché et qui est interpellé par une dame en fait, qui veut acheter un réveil, puisqu'il est en rayon électroménager. Et donc, elle arrive avec son réveil, et ce qu'elle lui dit, c'est expliquez-moi comment je fais pour me réveiller le matin. Paul est super surpris. Comment on peut poser une question pareille ? Pour lui, c'est évident, il n'y a qu'à ouvrir les yeux. C'est un peu la question qu'elle a posée quand même. Sauf qu'il y avait un sous-entendu, c'est-à-dire on ne peut pas s'arrêter à cette compréhension littérale. Elle, ce qu'elle voulait, elle avait le réveil dans les mains. Ce qu'elle s'attendait, c'est d'avoir des explications, en fait, sur le fonctionnement du réveil. Évidemment, il ne l'a pas du tout entendu de cette manière-là. C'est Alex aussi, qui est un jeune adolescent, qui lui veut prendre son goûter, en fait, dans le salon. Donc il a un plateau, il y a tout son goûter dessus, et finalement, sa mère lui dit une fois que tu as fini ton goûter, tu débarrasses ton plateau et tu vas le ranger dans la cuisine. Pas de souci, c'est pas du tout un ado rebelle. Il fait ce que sa mère a dit. Une fois qu'il a terminé son goûter, il vide le plateau, mais il le vide sur la table du salon, et il va ranger le plateau dans la cuisine. Pourquoi ? Parce que sa mère a été très précise sur l'endroit où le ranger, mais elle lui a pas dit pourquoi, elle n'a pas précisé où il fallait le débarrasser. Il fallait encore une fois comprendre les sous-entendus. Un autre point, c'est les codes sociaux. C'est très très difficile et ça pose beaucoup de problèmes aux personnes autistes. Ces codes-là, nous, on les intègre de façon très implicite. Mais la gestion de l'implicite pour les autistes, c'est compliqué. Ils ont toujours du mal à savoir ce qu'ils peuvent dire ou ne pas dire, à quel moment, parce que ça dépend toujours du contexte. Et quand vous n'avez pas intégré les codes sociaux, au mieux, vous passez pour quelqu'un de décalé, au pire, vous passez pour quelqu'un d'impoli et de vraiment insolent. Là, c'est Gaëtan qui doit avoir un recrutement, un entretien d'embauche, donc on le prépare avant quand même, et on lui dit, surtout, dans un entretien d'embauche, tu ne réponds pas au téléphone, c'est pas poli. Pas de problème, il comprend très très bien, sauf que pendant l'entretien, le patron, lui, reçoit un coup de fil. Et lui, il répond. Qu'est-ce qu'il fait, Gaëtan ? C'est pas poli de répondre au téléphone pendant un entretien de recrutement. C'est aussi Émilie qui vient d'intégrer un nouveau travail et elle ne sait pas trop, en fait, au moment de la pause déjeuner, si elle doit aller voir chaque collègue individuellement pour leur souhaiter bon appétit ou si elle peut le dire de façon générale. Ça, c'est pour les codes sociaux. L'autisme, c'est aussi une tendance à se perdre dans les détails. Ils ont du mal à faire finalement le tri entre l'essentiel et le superflu. Et quand en plus on a, ce qui est encore aussi assez souvent le cas, des problèmes à se mettre à la place des autres, ça donne la situation d'Alain, qui est documentaliste aux impôts, qui connaît évidemment toutes les lois par cœur, ça, il n'y a pas de souci. Et puis, on le met dans une nouvelle tâche où il doit répondre au téléphone en fait, aux questions des contribuables. Sauf que rapidement, les contribuables se plaignent auprès de son supérieur. Pourquoi ? Parce que Alain les noie littéralement dans une foule de détails techniques et réglementaires. Les gens ne comprennent pas, donc ils demandent des explications supplémentaires. Et là, il finit par dire, de toute façon, nul n'est censé ignorer la loi, et il raccroche.
Oui. Tout à l'heure, Johanna nous a parlé des choix. Et bien ça aussi, ça pose problème. Alors évidemment, les choix, on l'a vu tout à l'heure, c'est de très grands choix du genre est-ce que je l'épouse ou pas, ou des choix un petit peu plus anodins, encore que mojito ou mojito fraise, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, quand on n'arrive pas à faire des choix, on n'avance pas. En tout cas, c'est le cas des personnes autistes. Et c'est la situation de Max. Quand il est arrivé dans notre service, il avait finalement jamais réussi à trouver une orientation professionnelle, puisque c'est faire des choix parmi une multitude de possibilités. Donc il était très embêté, et pendant finalement toute sa vie jusque-là, il s'était fait traiter de fainéant par tout le monde, hein, y compris par sa propre famille, qui ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas se positionner. C'est aussi un jeune qui passait son temps en fait, à manger des pizzas, mais midi et soir, et toujours la même. Quand on a creusé, on s'est vite rendu compte qu'effectivement, déjà, il fallait qu'il choisisse un repas, un type de plat différent, et qu'en plus, quand on lui permettait de le faire, aller dans le magasin pour acheter un paquet de riz, par exemple, quand vous vous retrouvez dans le rayon du riz, vous avez je ne sais pas combien de paquets de riz, et c'est difficile de choisir lequel. C'est aussi un jeune qui, quand il doit se rendre dans un endroit, dans une pièce par exemple, qui comporte 2 entrées, il ne sait pas laquelle choisir. Et il s'arrête tout net devant la salle. Tout à l'heure, j'ai parlé des intérêts restreints. En fait, les personnes autistes ont beaucoup d'intérêts. En tout cas, elles vont se spécialiser. En fait, quand elles ont un domaine d'intérêt, elles vont aller jusqu'au bout des choses et elles vont tout maîtriser sur ce domaine-là. Alors, c'est le cas de Frédéric, qui, lui, à un moment donné de son parcours, s'est retrouvé quasiment dans la rue. Mais une fois qu'on a pu l'aider et mieux le comprendre, il a remonté, il a pu reprendre des études. Il vient d'obtenir un diplôme, en fait, puisqu'il est passionné d'informatique, qu'il a réussi haut la main, de façon très, très brillante. Et puis maintenant, il poursuit. Il entame là tout juste une formation d'ingénieur en informatique, qu'on pense qu'il n'aura aucun problème à obtenir. Alors souvent, ils se focalisent sur un sujet d'intérêt, mais évidemment, ils peuvent passer d'un sujet à l'autre. Et Frédéric, notamment, lui, à une période de sa vie, il s'est passionné pour la génétique. Et à tel point qu'au moment où on lui a fait son diagnostic, il a carrément enseigné en fait, ou appris aux médecins psychiatres du service tout un tas d'informations au sujet de la génétique de l'autisme, tellement il était passionné et doué, que le médecin ne connaissait pas, ce qui n'est pas très, très banal. C'est aussi Michel qui, elle, pareil, suite à son diagnostic, s'est passionnée pour l'autisme et a une mémoire tellement prodigieuse qu'elle est capable, et elle a d'ailleurs été recrutée dans un laboratoire de recherche au Canada qui est assez connu dans le monde de l'autisme. Et en fait, elle aide les chercheurs parce que donc elle lit énormément de choses, énormément d'articles scientifiques, et elle est capable, avec sa mémoire, de détecter la moindre petite contradiction entre les différentes recherches. Ou une autre personne qui est passionnée par le Liban et puis finalement qui, alors bien que très embêtée dans les relations sociales, nous dit très clairement qu'il pourrait très bien être guide au Liban, même s'il n'y vit pas, il vit en France, tellement il connaît le pays sur le bout des doigts. Un autre point, ce sont les particularités sensorielles. J'en ai parlé tout à l'heure. Le monde physique est absolument terrifiant pour les personnes autistes qui peuvent vivre un véritable enfer avec les odeurs, les lumières, le mouvement, les bruits, etc. Alors, ça ne se voit pas tout de suite ou pas souvent parce qu'en général, elles arrivent à trouver des stratégies de compensation et puis elles font tout pour le cacher de toute façon. Et puis quand c'est trop, on ne les voit plus parce que elles partent, elles vont se cacher pour se protéger, parce que ça peut littéralement leur faire mal. Pour autant, ça permet aussi pour certains d'avoir de formidables compétences. C'est le cas d'Éric, qui lui est passionné de moteur. Et il est aussi hypersensible au niveau auditif. Et c'est quelqu'un qui est capable d'anticiper sur des pannes, parce que à l'oreille, il arrive tout de suite à détecter si un moteur ne fonctionne pas comme il devrait.
Émilie, elle est passionnée d'horlogerie et elle est hypersensible sur le plan visuel. Donc on l'a incitée quand même à exploiter ce talent dans le cadre du travail. Et quand elle a entamé un stage chez un horloger, elle s'est montrée tellement brillante et tellement talentueuse que l'horloger s'est dit tiens, je vais lui donner une montre que personne dans le service n'a jamais réussi à réparer. Donc il lui donne la montre. Évidemment, elle trouve la panne tout de suite, grâce à son hypersensibilité visuelle. En fait, c'était un micro-mécanisme qui était sorti, enfin une micro-pièce qui était sortie de son mécanisme et qui empêchait la montre de fonctionner. Et il y avait bien qu'une personne autiste pour pouvoir détecter ce genre de panne. Ou Claire, qui, elle, est hypersensible sur le plan olfactif et qui a pu devenir née, donc la personne qui crée les parfums. Tous ces exemples-là pour vous montrer finalement à quel point leur univers est très différent du nôtre et que même si toutes ces particularités les gênent beaucoup au quotidien, ça leur permet, et à mon sens, ça leur a permis finalement de développer des qualités qu'on est parfois très très loin de pouvoir égaler. Et justement, après plus de 10 ans d'accompagnement de ces personnes, je peux vraiment témoigner que l'autisme, ça correspond, ce sont des personnes qui sont très fiables, qui sont tenaces, qui sont perfectionnistes. Elles vont vraiment jusqu'au bout des choses. Elles ne supportent pas de s'arrêter tant qu'elles n'ont pas été au bout de quelque chose. Et elles ont horreur de l'approximation. Donc au travail, ça peut être des personnes avec de formidables atouts. Elles sont profondément honnêtes, elles ont un sens de la justice aigu. Peut-être un peu trop parfois, mais c'est une qualité qui peut nous manquer. Leur particularité les amène aussi à trouver souvent des solutions très originales que nous-mêmes, on ne serait pas capable de détecter avec un fonctionnement qui est le nôtre. Et un dernier point, qui est un peu moins connu, mais que je trouve, qui moi m'a sauté aux yeux assez rapidement, c'est leur humour. Elles ont du mal à comprendre l'humour des autres. Par contre, elles peuvent être très drôles. Et notamment, elles ont découvert un nouveau syndrome, en fait. C'est le syndrome neurotypique. Alors là, il faut que je vous en dise quelques mots quand même, parce que je vous disais, l'autisme, c'est courant, c'est 1% de la population. Le syndrome neurotypique, ça l'est encore plus, puisque ça correspond aux 99 autres % de la population. Donc si jamais vous vous retrouvez en fait dans les particularités du syndrome neurotypique, c'est normal, puisque si vous n'êtes pas autiste, vous êtes neurotypique. Et alors les autistes nous expliquent ce que c'est que ce fameux syndrome neurotypique. Donc finalement notre fonctionnement à nous. Pour eux, les neurotypiques ont finalement un souci de préoccupation sociale un peu excessif. Pour certains, des délires de supériorité. Et puis surtout, l'obsession de conformité. Il faut rentrer dans le moule, faire comme tout le monde. Ça, c'est vraiment le gros problème des neurotypiques. Dans les symptômes, ce qu'on peut voir, c'est que c'est des gens qui ont tendance à considérer que finalement leur expérience du monde est soit la seule qui soit bonne. Des personnes qui ont vraiment du mal à rester tout seuls. Ça, c'est vraiment compliqué pour eux. Des gens qui ont du mal avec la différence, avec les autres. Guillaume l'a expliqué tout à l'heure, elle l'a un peu illustré. Et puis surtout, les neurotypiques ont quand même beaucoup plus souvent tendance à mentir que les autistes. Ils savent beaucoup mieux le faire. Alors, malheureusement pour nous, le syndrome neurotypique, ça ne se guérit pas. Il n'y a absolument aucun remède pour ça. Par contre, on a quand même une petite lueur d'espoir, c'est que les autistes quand même se sont rendus compte d'une petite chose, c'est que pour certains neurotypiques arrivent quand même à surmonter leur handicap et finalement parfois à rentrer en interaction avec les personnes autistes. Donc, ouf, heureusement, on est un peu sauvés. Pour conclure, en fait, le message que j'aimerais faire passer, c'est que les personnes autistes, elles méritent vraiment largement qu'on apprenne à les connaître. Ce sont des personnes vraiment sensibles, qui ont de grandes qualités humaines, morales, et de formidables compétences, on l'a vu. Et c'est sûr que si on s'arrête à ce qu'on voit, donc si on ne va pas au-delà des apparences, finalement, on ne risque pas de s'en rendre compte. Et pour moi, d'essayer de les comprendre un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu, et finalement de les prendre telles qu'elles sont, c'est déjà beaucoup les aider, et puis c'est surtout leur donner toute la place qu'elles méritent, finalement, autant que nous, dans un monde qui pour moi, est finalement assez impitoyable. Voilà, je vous remercie.